Et ravi de nous retrouver ce soir sur le canal 33 LRL TV avec le grand entretien. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un opposant politique comorien né un 1er octobre 1964 à Diego Suarez. Cet opposant est un ex-avocat réunion de la France d'origine franco-comorienne, Saïd Larifou. Bonsoir, bienvenue dans votre grand entretien sur l'RL TV. Merci, bonsoir. Merci pour cette invitation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir quel est le but et de la visite de Saïd Larifou ici à Dakar? Non, cette visite, c'est une visite nécessaire. Elle s'inscrit dans le cadre des démarches engagées par le gouvernement de transition en exil de l'Union des Comores pour sensibiliser les opinions africaines sur la situation socio-économique et politique aux Comores, puisque notre pays traverse une crise institutionnelle, une crise politique, qui est la conséquence directe de la violation persistante de la Constitution par l'ancien président, le colonel Azali, qui s'est maintenu au pouvoir malgré la fin de son mandat, qui est intervenu le 26 mai 2021. Donc je suis venu ici parce que le Sénégal, en la personne du président Macky Sall, prendra ses fonctions comme président de l'Union africaine le 5 février prochain. Donc, il était de mon devoir, à ma qualité de ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition en exil, de venir apporter un message du président du gouvernement d'exil, son Excellence Moustapha Saïd Mohamed Saïd Echek, un message de félicitations, de l'honneur mérité fait au Sénégal, un pays frère, de briguer ses fonctions. Et donc c'est un message d'espoir, puisqu'il fallait absolument que ce message soit porté ici, au Sénégal. Et parce que nous entretenons avec le Sénégal des relations fraternelles, historiques. Donc nous émettons un espoir mesuré sur la capacité et l'efficacité et le savoir-faire de la diplomatie sénégalaise pour apporter des solutions à la crise qui affecte notre pays, les Comores. Aujourd'hui, vous faites partie des opposants les plus vus au niveau du Comore. Comment expliquez-vous la déclaration qu'ont fait le candidat malheureux aux élections 2019, alors que vous dites que le président doit finir son mandat le 5 mars 2021 et il reste toujours au pouvoir par rapport à ce hold-up de 2019? Que pouvez-vous expliquer cela par rapport à certains qui ont été en prison et vous qui avez reçu une balle, ce qui a causé votre exil? Bon, je suis un opposant effectivement très attaché à certaines valeurs de responsabilité, valeurs de tolérance et puis de la modération également. Et j'étais d'accord, comme 12 autres candidats, de nous présenter à des élections présidentielles anticipées le 24 mars 2019, parce que nous avons estimé que c'était nécessaire que celui ou bien celle qui devait diriger notre pays soit choisi librement et démocratiquement, en toute transparence, par les Comoriens. Les Comores ont une tradition de tolérance. Les Comores ont une tradition de la modération. C'est la première fois depuis l'histoire contemporaine de notre pays qu'une personne qui se prétend président est contestée, mais avec force et détermination, par les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la première fois depuis l'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays. Et c'est le cas pour Azali. Parce que, et ce n'est pas la première fois qu'Azali dirige les Comores. Il avait fait un coup d'État
dans un premier temps. Les Comoriens l'ont accepté. Il a été réélu dans des conditions récambolesques en 2019. Tout le monde s'est déclaré favorable pour la paix civile. Donc, malgré les irrégularités, malgré les conditions récambolesques de son élection, tout le monde s'est plié puisqu'il allait ainsi de l'intérêt supérieur de notre pays. Tout le monde s'est plié, on a dit d'écouter dans l'intérêt et la paix pour les Comores, il faut accepter cet état de fait. Mais là, cette fois, c'est devenu une tradition pour lui. C'est un récidiviste des coups d'État et que personne animé de bonnes intentions ne pouvait accepter à ce que des coups d'État deviennent une tradition. On a dit non, trop c'est trop, et d'autant plus que rien ne va au pays. Et pour pouvoir parvenir à ses fins, il en a fait tuer, je l'ai dit, vraiment avec gravité, puisque c'est triste, c'est une triste réalité. Il en a fait tuer, on dénombre, et c'est trop pour un petit pays comme le nôtre, un petit archipel de 1 million d'habitants, faire tuer 35 personnes à l'espace de 5 ans par des militaires et en toute impunité, emprisonner des opposants sur des faits qui peuvent s'avérer exacts ou faux, mais tout le monde est susceptible de poursuites, profiter d'une procédure judiciaire sur des faits présumés de détournement pour maintenir des gens en détention provisoire plus de 3 ans, alors le code de procédure pénale comorien dispose de façon claire et nette qu'une détention provisoire ne peut pas durer 8 mois, 4 mois et renouvelable une seule fois pour une durée de 4 mois. Maintenir des gens en détention provisoire plus de 3 ans parce qu'ils sont vos opposants, c'est un abus et que les Comoriens n'ont pas accepté. C'est pour cette raison qu'il a autant de résistance. Je ne parle pas d'opposition, puisque l'opposition suppose qu'on est dans un régime démocratique, un régime normal. Là, on est dans un régime dictatorial, on est dans un régime autoritaire, oppressif. Bon, donc, on ne peut pas parler d'opposition, mais c'est de la résistance, au fait. Voilà. Et c'est pour cette raison que ceux qui résistent à ce régime dictatorial, qui ne se plient sur aucune règle, je l'ai dit bien, c'est vraiment aucune règle, ils violent en permanence la constitution comorienne, les lois comoriennes, ils méprisent, c'est là où il y a le paradoxe, ils méprisent les institutions internationales et régionales, à l'instar de l'Union africaine, qui a envoyé plusieurs messages, qui a fait des déclarations sur le sort des prisonniers politiques. Ils méprisent également les Nations Unies, qui ont envoyé un envoyé spécial, un rapporteur spécial sur la torture, qui est venu sur place au Comores, qui a constaté qu'il y a effectivement des tortures et que des gens sont brimés et sont forcés à se taire. Même ceux de la société civile qui ne font pas de la politique sont contraints au silence. Et ça ressort d'un rapport qui a été fait par les Nations Unies. Il y a le département d'État des Nations Unies également, qui a fait un rapport sur les tortures, sur les droits de l'homme aux Comores. Il y a également la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a rendu une décision qui n'est pas contraignante, mais c'est une décision par ailleurs qui demande à ce que les politiques qui sont emprisonnés pour des raisons politiques soient libérés. Azali s'en fiche complètement de ces dispositions. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et pourquoi je parle de paradoxe, c'est que on ne sait pas par quel miracle une personne qui est auteur et coupable des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et qui a fait l'objet de plusieurs rapports sur de torture, soit désigné vice-président de l'Union africaine. D'accord. Aujourd'hui, d'après votre discours, vous avez parlé de la culture comorienne qui se repose sur la tolérance. Aujourd'hui, vu la définition que vous avez donnée au président Azali par rapport aux tortures, par rapport au régime dictatorial, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui rédige les textes et les lois
institutionnelle comorienne. Et à quoi joue le peuple par rapport à cet régime dictatorial et de torture? Bon, les textes, bien sûr, sont rédigés par des spécialistes. La dernière constitution a été rédigée par les Comoriens qui étaient réunis dans le cadre de ce qu'on appelle les assises nationales. Moi-même, j'avais pris part à ces assises, j'étais le porte-parole des assises nationales, donc j'y ai pris part à ces assises. Et donc, à l'issue de ces assises, il y a des grandes lignes qui ont été définies et puis votées par voie référendaire par les Comoriens. Il y a certaines qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Mais l'expression populaire s'est exprimée et puis la majorité l'a emporté. Donc le texte constitutionnel a été voté. Et le texte constitutionnel prévoit un certain nombre de dispositions, notamment des dispositions transitoires, qui obligent les autorités comoriennes d'organiser des élections anticipées dans un délai d'1 an, de 12 mois. Les élections anticipées, malheureusement, devaient avoir lieu au plus tard au mois de juillet 2019. Oui. Il n'y a pas eu d'élection, puisque celle qui devait être organisée en mars 2019 s'est avérée un hold-up électoral. Donc, un hold-up électoral, comment pouvez-vous expliquer cet hold-up électoral? L'hold-up électoral s'est traduit, s'agissant des Comores, oui. Celui qui a été commis aux Comores le 24 mars 2019, il n'y a pas eu d'élection parce que les urnes aient été bourrées. Il y a eu autant de procurations. On ne sait même pas d'où viennent ces procurations, ce qui est prévu, mais en respectant un certain nombre de règles. Les règles n'ont pas du tout été respectées. Et puis, il y a aussi des militaires aussi dans pas mal de bureaux de vote. En juin particulièrement, les militaires se sont substitués aux électeurs. Okay. Bon, nous, en tant que candidat, on peut dire comme quoi je défends ma paroisse, mais les observateurs nationaux et les observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine, ont clairement indiqué dans un pré-rapport comme quoi il leur est impossible de faire des rapports parce qu'il n'y a pas eu, effectivement, il y a eu interruption du scrutin. C'est un terme qui a été utilisé par les observateurs. Interruption du scrutin. Pourquoi? Parce que les militaires se sont substitués aux électeurs. Et à partir de là, nous avons demandé à ce que nos assesseurs qui étaient dans les différents bureaux de vote désertent les bureaux de vote pour ne pas cautionner justement cette mascarade. Bon, pour nous, il n'y a pas eu d'élection et il s'agissait d'une mascarade qui n'a été reconnue par personne, si ce n'est ceux qui ont intérêt à copiner avec Azali Assoumani. À l'issue de cela, l'Union africaine et l'Union européenne également et d'autres partenaires des Comores ont demandé à ce qu'un dialogue soit ouvert pour permettre aux Comores de se retrouver dans un cadre beaucoup plus consensuel. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les rapports diplomatiques entre la France et la Comore? Les rapports diplomatiques entre la France et les Comores, c'est des rapports diplomatiques que je qualifierais insignifiants. Insignifiants. Insignifiants parce que ça ne rapporte pas grand-chose aux Comores, dans la mesure où les Comores ont des difficultés aujourd'hui, des difficultés de démocratie, problèmes de mauvaise gouvernance, problèmes de torture, problèmes de justice. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État de droit aux Comores. Et la France, qui a les moyens, de par sa présence aux Comores, qui a les moyens de faire résonner Azali, semble se convenir de ce qui se passe aux Comores, parce qu'il y a des raisons qui nous échappent, qui font que la France est indifférente par rapport au sort des Comores, et la France est indifférente également par rapport à la situation des Comoriens, que ce soit ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil et ceux qui sont victimes de torture. Il n'y a que les Américains qui ont produit, comme ils le font dans pas mal de pays, qui ont établi un rapport. Ce rapport établit
une façon incontestable le caractère dictatorial du régime qui est mis en place aux Comores. Vous savez, les chers frères, je vais vous faire, c'est pas une révélation, puisque c'est un rapport, c'est une déclaration qui a été pondue et publiée par l'Union africaine. Vous savez qu'Azali, il est vice-président de l'Union africaine depuis 2019. 2019. Voilà, le deuxième vice-président de l'Union africaine. C'est la première fois, à ma connaissance, que l'Union africaine fait une déclaration publique pour demander à son vice-président de libérer des prisonniers politiques. C'est la première fois. Donc, l'Union africaine, en octobre dernier 2011, a fait une déclaration pour demander à Azali de libérer les détenus politiques. Pour moi, c'est un aveu grave. Puisque comment vous pouvez être vice-président d'une institution qui repose sur une charte qui prône la bonne gouvernance, l'état de droit, et puis être accusé par l'organisation dont vous êtes le vice-président des dictateurs, puisque le fait de détenir des prisonniers politiques, ça veut dire tout simplement que vous êtes dictateur. Bon, donc, l'Union africaine a fait un aveu comme quoi son vice-président est un dictateur. Et celui-là même, qui veut en 2023 succéder le président sénégalais, Macky Sall, et devenir le président de l'Union africaine. Bon, donc, je l'ai dit hier avec gravité, c'est comme si on a perdu la tête. C'est comme si l'Union africaine est en décalage, mais énorme, en décalage avec ses principes fondateurs, et en décalage avec les aspirations des peuples d'Afrique qui veulent en finir avec ces dirigeants qui ne pensent qu'à leur avenir, à leurs proches. Vu que vous qualifiez les rapports diplomatiques de la France et les Comores insignifiants, récemment, on vous a vu à travers un communiqué adresser une lettre à la France d'ouvrir une enquête sur les tortures du régime d'Ansoumani. Pourquoi vous avez porté votre choix sur la France, vu que vos rapports sont insignifiants? Bon, les rapports sont insignifiants dans la mesure, je le répète, puisque c'est un terme effectivement approprié et librement choisi, insignifiant dans la mesure où la France a les moyens d'imposer à ce que certains principes, certaines règles soient respectées. Elle fait preuve d'indifférence par rapport à ce qui se passe aux Comores. Ce que les Comores demandent aujourd'hui, c'est quoi? C'est un état de droit, que tous nos partenaires et les pays frères nous aident à établir un état de droit aux Comores. La France ferme ses yeux et se montre indifférente par rapport au sort et puis à la situation qu'Azali fait subir aux Comoriens. Pourquoi la plainte a été déposée en France? Parce que la France a une compétence universelle lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité. La France a une compétence universelle lorsqu'il s'agit de torture. Et c'est pour cette raison qu'Azali se trouve en France. Une plainte a été déposée contre Azali pour torture et puis pour crime contre l'humanité, puisque lorsque vous faites assassiner en toute impunité et que vous n'ouvrez aucune enquête chez vous, dans votre pays, une personne, et vous le faites torturer, torture sur un cadavre, vous voyez, il s'agit d'un militaire qui s'appelle Mbapali, qui était chez lui. Il a été arrêté par des militaires comoriens, l'ont amené non pas à la gendarmerie pour subir des enquêtes, puisqu'il a peut-être commis un délit, peut-être même un crime. Il n'a pas été conduit à la gendarmerie ni à la police pour être interrogé par des officiers de police judiciaire, mais il a été conduit dans une caserne militaire. Et là, il n'a pas subi, puisque lorsqu'on vous envoie dans une caserne militaire, vous ne subissez pas d'interrogatoire. Vous subissez la torture, séquestration. Et ce monsieur a été séquestré, torturé, assassiné à mort par des militaires. Et puis il a été, non pas enterré, mais jeté dans un trou comme un rat, comme un chien, comme un animal. Et les jeunes de son village sont allés déterrer le corps pour se rassurer si c'était bien lui. C'est à partir de là qu'ils ont sorti le corps, le cadavre plutôt. Ils l'ont lavé conformément au rite musulman.
et l'ont enterré dignement. D'accord. Et c'est les personnes qui sont intervenues pour le déterrement du corps, du corps de ce monsieur Bapalé, et sa famille également, ont fait l'objet aux Comores d'enquêtes, de pression. Et ceux qui sont à l'origine, les auteurs de ces faits, circulent en toute impunité. C'est pour cette raison que cette famille a fui les Comores et se trouve actuellement en France. Ils ont demandé l'asile avec mon soutien. Ils ont fui les Comores, ils ont demandé l'asile. La France leur a accordé ce droit d'asile. Bon, donc, il n'y a pas que ces faits, mais il y a d'autres faits également, d'autres crimes que je peux qualifier de crimes contre l'humanité qui ont été commis par Azali. Et certains ont été soumis à l'appréciation de la juridiction française, puisqu'elle est compétente pour statuer sur certains faits, en vertu de sa compétence universelle. Et puis il y a d'autres faits qui ont été soumis à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, une convention contre la torture ratifiée a été déposée devant l'ONU en 1984 pour enquêter sur les crimes et tortures commis par les régimes d'Assoumani dont la France a été signataire. Que représente cette convention aujourd'hui pour les Comoriens? Est-ce que vous avez vu des atouts positifs par rapport à cette convention qui a été signée en 1984? Oui, bon, moi je vois des atouts et puis des avantages. Parce que, vous savez, chers frères, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné un chiffre de 35 personnes assassinées par les militaires en toute impunité. Ces 35 assassinats n'ont fait l'objet d'aucune enquête aux Comores. Aucune enquête aux Comores. Certains, parce que les familles ont demandé, ont été soumis à l'appréciation de la juridiction française en vertu de sa compétence universelle, comme on peut le déposer dans un certain nombre de pays également. Vous voyez, comme on peut le faire ici au Sénégal, puisque aussi le Sénégal a une compétence universelle. Effectivement. Vous voyez, et rien n'est dit qu'un jour, la juridiction sénégalaise ne sera pas saisie non plus. Vous voyez, puisque on le sait, il suffit de voir le cas du Sénabré. La juridiction sénégalaise, en vertu de sa compétence universelle, s'est saisie également de cette affaire du Sénabré. Il a été jugé ici au Sénégal. Par rapport à un crime contre l'humanité, à des crimes contre l'humanité. Ouais. Bon, donc, opportunément, Azali se trouvait en France et c'est pour cette raison que la juridiction française a été saisie. Je tiens à vous dire que parce que nous contestons la légitimité d'Azali, nous ne pourrons pas accepter qu'Azali désigne des ambassadeurs pour représenter notre pays. Et c'est pour cette raison que l'ambassadeur qu'il a récemment nommé ici au Sénégal, cette nomination fera l'objet d'une contestation devant la juridiction sénégalaise. Vous voyez, puisque nous estimons qu'Azali n'est pas habilité à représenter notre pays. C'est le cas également en Bruxelles. Il a désigné un ambassadeur à Bruxelles. Cet ambassadeur fait l'objet d'une contestation. C'est également le cas à Paris, pour l'ambassadeur qu'il a désigné à Paris. Donc, nous sommes dans une opposition qui repose sur le droit pour justement faire valoir le droit pour les Comoriens à un état de... C'est un droit fondamental pour les Comoriens d'avoir un état de droit. L'état de droit ne doit pas être un luxe pour certains, et puis qui sera privé aux Comoriens. Bon, pour nous, nous devons bénéficier pleinement des attributs liés à un état de droit. Et c'est pour cette raison que cette offensive que nous exerçons sur Azali, elle est à la fois diplomatique, d'où la lettre que j'ai envoyée ce matin au président Macky Sall, d'où la lettre ouverte que nous allons adresser à tous les chefs d'État africains pour leur dire qu'il faut que les dirigeants africains soient en harmonie avec les aspirations des peuples d'Afrique qui veulent en finir avec les dictateurs. Ce n'est pas possible. Azali n'est pas digne d'être vice-président de l'Union africaine. Il n'est pas digne d'être vice-président de l'Union africaine. Et nous devons, et c'est notre devoir, d'attirer l'attention de tous les chefs d'État africains pour dire que si vous le faites, vous assumez la responsabilité. Puisqu'il suffit de voir les soulèvements, les renversements des régimes dans pas mal de pays d'Afrique. Ces renversements sont l'expression du ras-le-bol des peuples d'Afrique. Bon, donc nous pensons que les dirigeants africains doivent être en harmonie et s'adapter par rapport à cela, et non pas continuer à mépriser le peuple africain.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne jugez pas qu'il y a une complicité de certains chefs d'État africains qui jouent par rapport au régime dictature de Azali, vu que récemment on avait vu un régime dictature en Gambie, c'était le cas de Yahya Jammeh, mais on a vu que le président Macky Sall qui s'est déplacé pour régler la situation. Qu'attendent les chefs d'État africains pour régler cette situation contre Azali? Un homme qui est sous un régime dictatorial, donc on peut voir nommer vice-président de l'Union africaine. On ne peut pas être jugé parti. Bon, nous, voilà, on ne peut pas être jugé parti, vous le dites. Nous, ce que nous savons du Sénégal, c'est que le Sénégal est pour les Comores un pays frère. Nous entretenons avec le Sénégal des relations historiques, fraternelles, qui reposent sur le respect et la solidarité. Ce sont des valeurs fortes qui sont portées par nos deux peuples. Et la preuve, le président Senghor, alors que notre pays, les Comores, en 1975, a accédé à sa souveraineté internationale, c'est le Sénégal qui, justement, conduisait dans certains pays la diplomatie comorienne. Vous voyez, c'est pour vous montrer le niveau très élevé de confiance et puis de solidarité entre les deux pays. Le Sénégal est le premier pays à avoir envoyé aux Comores des conseillers, ce qu'on appelait à l'époque des techniciens, pour venir justement encadrer les Comoriens. Des enseignants sénégalais étaient venus nombreux aux Comores pour justement se substituer aux enseignants français après le départ de ceux-ci, suite à l'indépendance des Comores. Il y a même le conseiller juridique, c'est pour vous dire, le conseiller juridique du président Abdallah, le premier président comorien, Abdallah, Ali Soigui, et puis Abdallah, c'était un Sénégalais qui était le conseiller juridique du président comorien. C'est pas fini. Tout récemment, sous Azali I, alors que les Comores étaient en proie à une crise politique institutionnelle grave, Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, et le président Macky Sall ont mobilisé la communauté internationale pour venir au chevet des Comores. C'est suite aux interventions conjuguées de deux présidents sénégalais, président Macky Sall, le président Abdou Diouf, qui était à l'époque secrétaire général de la francophonie, et puis du président Abdoulaye Wade, qui était président de la République du Sénégal, qui ont mobilisé la communauté internationale pour justement venir au chevet des Comores et puis libérer les Comores qui étaient sous l'emprise d'Azali. Nous osons espérer que le voyage que le président Macky Sall effectuera aux Comores sur invitation de Azali Assoumani sera un voyage de libération. Que ce voyage du président Macky Sall s'inscrit dans la dynamique des relations de confiance, de solidarité fraternelle que le Sénégal a toujours entretenues avec Macky Sall. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? C'est que Macky Sall va se rendre aux Comores en tant que chef d'État, même s'il est président de l'Union africaine, en tant que chef d'État, alors que celui qui va l'accueillir, Azali Assoumani, a pris son État en otage. D'accord. Vous voyez qu'il a pris les Comores en otage. Donc Macky Sall va rendre visite à soi-disant un chef d'État qui a pris son pays en otage. Bon, donc, nous osons espérer, et je peux même le dire, que c'est le vœu de tous les Comoriens, que Macky Sall soit le libérateur. C'est le vœu que nous exprimons. Qu'il soit le libérateur, celui qui part au Comores pour libérer le Comore. Et puis trouver une solution consensuelle de départ pour faire partir Azali. Aujourd'hui, dans votre propos, vous l'avez dit, on a le président Macky Sall qui effectuera dans les prochains jours une visite aux Comores sur invitation du président Azali. Aujourd'hui, vous, Saïd Larifou, vous êtes le représentant des peuples comoriens pour la libération. Vu votre audience avec le président de la République, est-ce que vous l'avez suggéré, la doléance du peuple comorien face au président Assoumani? Oui, j'ai pris le président Macky Sall à témoin des vœux de tous les Comoriens, comme quoi nous sommes fatigués des jeux d'Azali, nous sommes fatigués de la torture, nous sommes fatigués de la terreur. Et vous savez, lorsqu'il va se rendre aux Comores dans le cadre d'une visite d'État, bien sûr qu'il va être accueilli puisque les Comores
Et les Comoriens sont très attachés au Sénégal. Il y a beaucoup de cadres comoriens qui ont été formés ici au Sénégal. Il suffit de voir déjà sur les réseaux sociaux comme quoi les anciens de Sénégal entendent voir leur président, puisque Macky Sall c'est leur président. Donc il va être très bien accueilli, notamment par les Comoriens les Comoriens de Sénégal, ceux qui ont été formés ici, ils vont l'accueillir, et tout le peuple comorien. Mais c'est, excusez-moi de le dire, mais ça va cacher la réalité. Ça va cacher la réalité, puisque la réalité, le président Macky Sall ne le verra pas. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à venir ici, l'exprimer, le dire publiquement, à travers le courrier que j'ai remis, et puis à travers la lettre ouverte à tous les chefs d'État d'Afrique que je vais faire publier ce soir également, pour que cette visite ne se fasse pas comme si la situation était tout à fait normale aux Comores. Il faut que le président Macky Sall le sache, qu'il va rendre visite à un dictateur. Vous voyez, c'est très très important qu'il le sache, qu'il va rendre visite à un dictateur, à un pays qui est pris en otage, et que le vœu de tous les Comoriens, que le Comore soit libéré, qu'il soit le libérateur des Comores. Ça, c'est le vœu de tous les Comoriens. Que Macky Sall soit le président libérateur des Comores. Comme il l'avait fait avec la Gambie. Comme il avait fait partout. Et que nous prions pour que le Tout-Puissant lui donne la force et puis les moyens de parvenir à cette mission. Et je pense et je suis convaincu que le Sénégal a une expertise diplomatique qui est reconnue comme efficace, qui est reconnue comme généreuse et humaniste. Elle pouvait apporter aux Comores la solution qui conviendrait aux Comores. Donc cette visite, il va l'effectuer aux Comores pour les Comores, et non pas pour aller glorifier, légitimer un pouvoir dictatorial. Si ça se passe ainsi, ça sera une grande déception. Ne nous dites pas qu'Azali va signer des conventions avec Macky Sall, puisque cette convention n'aura aucun sens, puisqu'elle n'aura aucune légitimité. Aucune légitimité. On ne peut pas construire un projet économique de développement entre deux pays s'il y a un qui a une légitimité et l'autre tient son pouvoir par la terreur et les assassinats. Voilà. Nous vous rappelons toujours que nous sommes dans un entretien exclusif avec le président du Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse et opposant du régime du colonel Aziz Assoumani. Aujourd'hui, en tant qu'opposant du régime du colonel Assoumani, quelles sont vos attentes par rapport à l'Union africaine? Vous savez, je suis très critique à l'Union africaine, puisque l'Union africaine n'est pas au rendez-vous avec les défis auxquels notre continent est confronté. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de choses ont été dites sur l'Union africaine. Notre vœu, c'est quoi? Puisqu'il nous faut une organisation panafricaine au niveau du continent africain qui soit en phase avec les défis. Le souhait, c'est que l'Union africaine soit l'union des peuples d'Afrique et non pas l'union des chefs d'État dont la plupart d'entre eux sont des dictateurs, sont des gens les mains sont entachées du sang. Moi, je dis des choses clairement. Si on ne le dit pas clairement, c'est qu'on n'aime pas l'Afrique. Si on ne le dit pas clairement, c'est parce que si on ne le dit pas clairement, c'est peut-être parce qu'on s'engage pour ses propres intérêts. Mais si on s'engage pour le continent, pour un vrai changement sur le continent africain, nous devons être très exigeants et très critiques par rapport au mode de fonctionnement de notre organisation continentale. Cette organisation continentale qui est très utile, comme partout dans le monde, est prise en otage par des gens qui n'incarnent plus le rêve africain, qui n'incarnent plus rien sur les aspirations du peuple d'Afrique. Bon, donc notre souhait que cette organisation de l'Union africaine soit l'union des peuples d'Afrique, que cette Union africaine définisse d'une façon claire et nette ses ambitions concrètes pour l'Afrique, qu'elle ne soit pas là pour servir d'autres intérêts que ceux de l'Afrique. C'est ça le vœu. Nous voulons que l'Union africaine soit proche des migrants africains. Nous voulons que l'Union africaine soit proche de la jeunesse africaine, qu'elle définisse avec clarté et précision son ambition claire et nette pour la jeunesse africaine. Nous voulons que l'Union africaine parvienne à abolir les frontières qui font autant d'obstacles, qui constituent autant d'obstacles pour l'Afrique.
Nous voulons que l'Union africaine prenne des dispositions claires contre l'esclavage, qui est aussi présent en Afrique. Nous voulons que l'Union africaine soit ambitieuse économiquement pour l'Afrique, qui est Made in Afrique. Made in Africa. Made in Afrique. Nous voulons que l'Union africaine nous dise exactement quelles sont les universités en Afrique pour former l'élite africaine. Nous ne voulons pas que l'élite africaine soit formée ailleurs, puisque si elle revient en Afrique, elle va incarner d'autres valeurs, d'autres visions qui ne sont pas forcément celles compatibles avec les intérêts de l'Afrique. Bon, voilà, ce sont les ambitions claires que nous voulons que l'Union africaine incarne. Aujourd'hui, notre territoire, notre continent est devenu le théâtre des grandes puissances, de confrontation des grandes puissances. Bon, on a eu l'esclavage, on a eu la colonisation. Et là maintenant, notre continent va être transformé bientôt en un espace d'affrontement entre les grandes puissances. Et nous allons vivre cela en toute impuissance. Bon, donc il faut que cette Union africaine soit une Union africaine ouverte sur l'extérieur, sur les autres continents, sur les autres cultures, ce qui est tout à fait normal, ouverte sur les autres, mais il faut qu'on ait une ambition proprement africaine incarnée par des vrais Africains. Vu qu'aujourd'hui, l'Union africaine, ni l'UEMOA, ni la CEDEAO peuvent régler les problèmes des Africains, est-ce qu'il n'est pas temps de dissoudre toutes ces organisations et d'aller vers des assises africaines pour reconstruire? Parce que récemment, on a vu le coup d'État en Guinée avec le cas d'Alpha Condé, on a vu un coup d'État récemment en Burkina Faso, on a vu le cas du Mali avec la fermeture des frontières avec la CEDEAO. On a vu aussi récemment en Guinée-Bissau une tentative aussi de coup d'État. Quelle analyse faites-vous sur la situation africaine et la part des Occidentaux? Bon, moi, je mets de côté les Occidentaux. Je m'adresse à mes frères africains. Si je m'adresse aux Occidentaux, c'est comme si je suis en guerre contre les Occidentaux. Est-ce qu'ils ne sont pas les causes de ces guerres en Afrique? Bah, écoutez, vu qu'ils défendent que leurs intérêts en Afrique. Voilà, vous l'avez clairement dit, qu'ils défendent leurs intérêts. Ouais. C'est à nous aussi de défendre nos intérêts. Vous voyez, chacun défend ses intérêts. Les Européens, les grandes puissances défendent leurs intérêts. Mais nous n'avons qu'à avoir des puissances africaines aussi pour défendre les intérêts africains. Vous voyez, ben, ça fait 60 ans pour certains. Pour les Comores, ça fait 47 ans qu'on est indépendant. On va continuer à pleurnicher jusqu'à quand? Vous voyez, moi je pense qu'il est temps, non pas pour les dirigeants africains, mais ceux qui sont en poste, en responsabilité, non. Il revient aux forces vives africaines, aux leaders politiques africains, ceux qui vont briguer le pouvoir, de mouiller leur chemise pour l'Afrique, d'être porteurs d'un idéal africain, d'être porteurs d'une nouvelle vision pour l'Afrique. C'est aux leaders politiques de l'incarner avant qu'ils accèdent au pouvoir, qu'ils se cherchent, ceux qui sont au sud, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont au nord, ceux qui sont à l'est, se retrouvent, les leaders politiques, pour faire ce que vous venez de dire, les assises pour une refondation d'une nouvelle vision pour l'Afrique. Vous voyez, c'est même urgent, puisque sinon, on va avoir une prolification, enfin une multiplication des coups d'État. Maintenant, ça commence à l'ouest, mais ça va partir à l'est, au sud, et puis au nord. Vous voyez, au nord, c'est le cas déjà, puisque ça fait déjà peut-être 2-3 ans en Algérie, c'est pas encore très stable. En Tunisie, vous voyez, ça chamboule un petit peu, c'est devenu un chaudron. En Tunisie, la stabilité n'est pas encore acquise. En Libye, il y a eu une tentative d'organiser des élections présidentielles, ça a été renvoyé, je ne sais pas quand. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. Là, on parle au nord de l'Afrique, vous voyez. Et à l'ouest, vous voyez ce qui se passe à l'ouest. Et bientôt, ça va venir à l'est. Et puis, à l'est et en Afrique australe, ça va partir partout. Bon, donc, je pense que ces crises, il faut que ces crises soient utiles pour une refondation, justement, de l'Afrique. Il y a des crises qui sont utiles. J'ose espérer que ces crises qui vont se multiplier incontestablement seront des crises utiles pour pouvoir réfléchir et définir une vision pour une nouvelle refondation de l'Afrique. Donc, c'est bien beau de dire que l'Union africaine, ça ne marche pas, etc. Mais bon, ce n'est pas ceux qui sont là, à qui l'Union africaine serve, qui vont changer l'Union africaine. C'est aux forces vives africaines, les forces politiques. Moi, je parle principalement aux forces politiques,
de se retrouver, de s'identifier, de se retrouver pour justement imposer un rapport de force. Cela peut se traduire comment? Il y aura des élections législatives au mois de juin ou juillet ici au Sénégal. Julien, oui. C'est aux forces africaines progressistes qui veulent qu'il y ait un vrai changement en Afrique, de venir massivement soutenir leurs frères qui ont le profil pour faire le job ici au Sénégal, pour qu'ils soient élus. Une fois élus, ils vont porter cette vision, cette nouvelle vision de l'Afrique. Et ça sera pareil pour ceux qui sont au Congo, ça sera pareil pour ceux qui sont au Bénin, ça sera pareil pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça sera pareil pour ceux qui sont à Madagascar et aux Comores. Nous devons nous identifier, nous soutenir mutuellement partout où nous sommes, pour justement pour qu'il y ait un vrai changement dans nos pays. Ça ne va pas venir comme ça puisqu'on tient un discours, il faut être concret. Vous voyez, moi je pense qu'il faut que les forces progressistes viennent massivement au Sénégal, puisque c'est un pays qui est inspirant. Vous voyez, que nous venions massivement au Sénégal au mois de juillet, soutenir, identifier les candidats qui ont le profil justement, les soutenir. Et puis ça sera ainsi, nous savons que dans d'autres pays, il y aura des élections aussi très prochainement. C'est comme ça que nous pourrons parvenir justement à chambouler positivement le continent et puis parvenir à une nouvelle vision, à ce que vous avez appelé tout à l'heure une refondation de l'Afrique. Ça ne va pas venir comme ça. Et puis à partir de là, dès lors que nous les Africains, nous parvenons à nous identifier, à nous asseoir ensemble et définir des socles de valeurs pour le continent, on n'a pas besoin de se chamailler, de dire ben, l'Occident est ceci, cela, l'Occident est responsable de ce qui nous arrive. Non. Vous avez 60 ans d'indépendance. Oui. Vous devez savoir ce que vous voulez. Et les Occidentaux et puis les grandes puissances viendront discuter d'égal à égal avec nous, puisque nous avons besoin des partenaires, n'est-ce pas? Mais les partenaires ne viendront pas nous imposer leur vision, mais viendront travailler sur la base de ce que nous avons pensé, de ce que nous pensons pour notre continent. D'accord. Aujourd'hui, en tant qu'opposant comorien, qu'attendez-vous de l'Union européenne et des droits de l'hommiste par rapport à la situation et au régime de torture d'Azali? Nous, ce que nous demandons, c'est une chose, qu'ils ne soutiennent pas les dictateurs, puisque tant que l'Union européenne et les autres organisations, mais surtout l'Union européenne, si l'Union européenne continue à soutenir, à être les dictateurs, à être indifférents aux souffrances que ceux-ci infligent à nos peuples, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de voir nos petits frères, nos petites sœurs prendre la Méditerranée et puis venir massivement s'installer en Europe. D'accord. Puisque si cela continue encore, je peux même dire que c'est la conséquence de l'absence de réaction, voire même de soutien qu'ils apportent à ces dictateurs. Et c'est pour cette raison que nous allons, très prochainement, je parle de nous, des forces vives comoriennes, nous allons nous réunir à Bruxelles le 17 et le 18 dans le cadre des États généraux de sortie des crises des Comores, pour justement nous exposer au monde entier, mais principalement aux dirigeants de l'Union européenne, pour dire que, écoutez, vous avez, avec les moyens du contribuable européen, accueilli un dictateur en Europe, à savoir Azali. Ben, nous allons dire aux contribuables européens que, vous voyez, l'Europe accueille en grande pompe un dictateur avec les moyens des contribuables européens. Bon, donc nous tiendrons au même moment où le sommet Union européenne, Union africaine se tiendra à Bruxelles, nous tiendrons les États généraux des forces vives des Comores pour une sortie de la crise qui frappe notre pays. Aujourd'hui, M. Saïd Larifou, comment définissez-vous la politique comorienne, qui est un peu différente de certains États africains, par rapport aux nominations, par rapport à l'exécutif, par rapport aux îles que vous avez? Bah, écoutez, la politique aux Comores se traduit par la mainmise du clan Azali. Le clan Azali, c'est sa famille, ses enfants, sa femme, ses neveux, ses cousins. Et puis ceux qui sont là pour le soutenir. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle, il voulait que les gens l'appellent Al-Imam Azali. Al-Imam Azali. Voilà, après avoir été colonel, il veut maintenant qu'on l'appelle Al-Imam, il se compare déjà à Dieu, le Tout-Puissant. Vous voyez, c'est comme ça que sa politique est définie. Colonel, oui. Président, Al-Imam Azali, et demain, je ne sais pas quel nom encore. Bon, c'est lui-même qui se prénomme, hein, Al-Imam Azali.
Moi, je suis pour rien. Ah. Mais bon, donc, lorsque vous voyez un colonel se traduire déjà, se convertir en imam, vous voyez un peu le danger. Bon, donc, tous les pouvoirs exécutifs, pour répondre précisément à la question, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les finances publiques sont tenues par Azali seul. Et je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, on est quand? On est jeudi. On est jeudi. On est le 3. Hier, le président de la Cour des comptes des Comores a tenu une conférence, c'était hier, a tenu une conférence de presse pour dire que le TPG, c'est-à-dire que celui qui sait ce qui sort et ce qui rentre, comment les finances publiques sont gérées, c'est le TPG. Depuis 2018, Azali est arrivé au pouvoir en 2016. Depuis 2018, aucun moyen d'obtenir une pièce sur les sorties et les entrées. Vous voyez? Aucune pièce. C'est une conférence de presse qui a été tenue hier par le président de la Cour des comptes, relatée dans les journaux des Comores d'aujourd'hui, qui sont parus aujourd'hui, jeudi 3. Donc ça vous traduit déjà l'ambiance, la mainmise du bonhomme sur les finances publiques. Et c'est pour cette raison que son fils, qui a sans doute travaillé, mais qui n'a aucun moyen d'ouvrir une société offshore à Dubaï, a fait l'objet de l'enquête de la presse internationale, au même titre que d'autres présidents africains. Bon, donc, je ne vois pas où son fils aurait trouvé l'argent pour ouvrir une société offshore à Dubaï, et ça traduit déjà certaines suspicions sur, je dis bien suspicions, sur des malversations, sur la façon et le comment l'argent public aux Comores est géré. Bon, Azali gère l'argent public, le fonds public comme étant l'argent de sa famille. Voilà, l'ambiance. D'accord. Et je ne vois pas comment, dans cette condition, le président Macky Sall peut partir aux Comores, se rendre aux Comores, faire des conventions de développement avec quelqu'un qui ne respecte rien. Ni la Constitution, ni la loi. C'est vraiment une Azali égale République bananière. Voilà. Nous venons au terme de notre émission Le Grand Entretien avec Saïd Larifou. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi votre message que vous lancez au chef d'État de l'Union africaine sur la situation actuelle, vu que Azali, qui était le deuxième vice-président de l'Union africaine, est pressenti pour être le premier vice-président d'après des rumeurs? Bon, écoutez, moi, le message que j'adresse au chef d'État africain, c'est que chacun assume ses responsabilités. Et il y a un vent de changement qui souffle dans tous les continents, tous les pays d'Afrique. Bon, soit les chefs d'État africains qui sont en poste comprennent un peu le message que le peuple d'Afrique leur adresse. Et s'ils ne comprennent pas, chacun assume ses responsabilités. Mais ils ne peuvent pas continuer en toute impunité, continuer à se rendre complices des crimes qui sont commis contre le peuple comorien. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Personne ne peut comprendre qu'un chef d'État qui est susceptible d'être poursuivi pour des crimes contre l'humanité et qui continue à brimer, à briser des vies humaines, à détenir, mais c'est quand même inimaginable. Il y a des personnes, des leaders politiques comoriens, ça fait déjà plus de 3 ans. 3 ans, ils sont en détention provisoire. 3 ans en détention provisoire sur la base d'aucune décision judiciaire. Une personne qui s'oppose à l'exécution d'une décision rendue par la justice de son pays. Une personne qui s'oppose à l'exécution d'une décision rendue par la Cour africaine de Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. La personne qui refuse les recommandations de l'Union africaine dont il est lui-même vice-président, qui refuse, qui méprise la Commission de droits de l'homme des Nations Unies, soit vice-président de l'Union africaine. C'est une façon d'insulter le peuple d'Afrique. Et le peuple d'Afrique leur répondra très prochainement, Inch'Allah. D'accord. Nous vous remercions, M. Saïd Larifou. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. C'est quoi votre mot de la fin? Espoir, responsabilité et conviction. Tels sont les vœux que j'adresse à tout le peuple d'Afrique. C'était Saïd Larifou, comme je vous l'avais annoncé, président du RIJDA, Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse, principal opposant du régime du colonel Azali Assoumani
Assoumani du Comore qui était de passage à Dakar pour une lettre de doléance du peuple comorien à son Excellence le Président Macky Sall qui devrait se rendre au prochain jour sur invitation du Président Azil Assoumani du Comore. C'était le grand entretien à la présentation Tange Tandian sur le canal 33 Leral TV. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois avec un autre numéro sur Leral TV.